Dans une ville moderne, où les gratte-ciel effleurent les cieux et les voitures de luxe dévalent les avenues bordées de boutiques chères, il existe une banque légendaire, la Banque de Vautier. Ce nom est synonyme de puissance, de prestige et d'élite. Dirigée par la charismatique, mais arrogante, directrice Madame Lefebvre, cette institution est l'un des piliers de la finance internationale. Mais au-delà de ces murs de marbre et de verre, une réalité moins visible persiste. Une discrimination insidieuse, un racisme caché qui traverse les couloirs, sous le masque du professionnalisme. Madame Lefebvre, une femme dans la cinquantaine, a grimpé dans l'échelle sociale en imposant un ordre strict, non seulement aux employés, mais aussi à ses clients. Elle dirige la banque avec une main de fer, cultivant une image de perfection. Son arrogance se reflète dans sa manière de traiter les clients. Des gestes empreints de condescendance, des paroles mielleuses mais glaciales, et un regard qui juge avant même de connaître la personne. Un jour, un homme entre dans la banque. C'est un homme noir, vêtu de manière modeste, une veste en tweed usé et un pantalon simple. Il se tient droit, mais son apparence n'implique pas l'impression de richesse. Il se dirige calmement vers le comptoir où il est accueilli par une réceptionniste effacée. Madame Lefebvre, installée dans son fauteuil en cuir beige au bord doré, se laisse aller à observer l'homme à travers la vitre de son bureau, un regard froid et perçant. L'atmosphère dans son bureau est impeccable, agencée avec un goût délicat pour le luxe, un mobilier minimaliste, des tableaux de maître au mur, un éclairage tamisé. Chaque objet semble à sa place, soigneusement sélectionné pour refléter son statut. Mais cet homme, qui vient de franchir la porte de la banque, perturbe cette harmonie. Elle le scrute, de haut en bas, en silence. Un petit sourire dédaigneux se dessine sur ses lèvres alors qu'elle l'observe sans gêne. Il porte un costume modeste, d'une coupe simple, trop simple à son goût. Pas d'éclat, pas de signe de richesse ostentatoire. Elle a immédiatement conclu, un client sans importance. Le genre de personne qui se présente avec des rêves qu'il ne peut financer, qui viendrait implorer un petit prêt pour un projet insignifiant. Il ne fait aucun doute qu'il est là pour un service banal. Elle fronce les sourcils, une lueur de mépris traversant ses yeux. Ce genre de personne est un intrus dans son monde. Un instant, son regard se fait plus dur, mais elle se reprend immédiatement. Il est important de maintenir cette image de calme implacable, de dirigeante inattaquable. Son ego est trop fragile pour laisser transparaître un mépris trop ouvert, trop flagrant. Mais, derrière cette façade parfaite, quelque chose en elle la pousse à marquer son territoire. Elle décide donc de l'éloigner un peu plus avant de l'affronter, de le reléguer dans l'attente, là où les autres clients ordinaires sont parqués. Il est renvoyé dans la salle d'attente bondée, où des fauteuils sont disposés autour d'une table basse en verre. L'espace, bien que chic, est encombré de clients plus ou moins bien habillés, plus ou moins pressés. Mais l'homme ne proteste pas, ne se plaint pas. Il prend un siège avec une tranquillité qui déstabilise légèrement le personnel. Aucun signe d'impatience, ni de nervosité. Il reste là, implacable. Madame Lefebvre, de son côté, retourne à ses affaires, pleinement absorbée par ses dossiers et ses réflexions stratégiques. Les heures passent. Elle s'occupe de questions plus importantes, de dossiers plus prestigieux, de clients avec lesquels elle a de véritables intérêts. Elle oublie presque l'homme qui attend patiemment. Son regard ne s'attarde même plus sur lui. Mais, au fond, quelque chose dans cette situation commence à l'irriter légèrement, comme si, d'une manière ou d'une autre, cet inconnu remettait en question sa position. Il est enfin temps. Madame Lefebvre se lève de son bureau, prenant une grande inspiration comme pour se préparer à ce qui semble être un entretien qu'elle imagine déjà sans intérêt. Elle l'invite d'un geste froid, une invitation formaliste, un signe de dédain à peine caché. L'homme se lève lentement, d'un mouvement mesuré, presque théâtral, comme s'il n'était pas pressé. Il entre dans son bureau sans hâte, sans l'ombre d'une hésitation. Il prend place en face d'elle, de l'autre côté du grand bureau. Le contraste entre lui et elle est frappant. La directrice, impeccablement soignée, dans une robe taillée sur mesure, ses cheveux soigneusement coiffés en un chignon strict. Lui, sans fioriture, calme, simple. Mais cet homme, sous ses apparences modestes, dégage une autorité qui semble lui échapper. « Bonjour, monsieur », commence-t-elle, en feignant de ne pas voir son nom inscrit dans le dossier qu'il a rempli à l'accueil. Elle parcourt les informations d'un œil distrait, tout en s'efforçant de rester polie. Son ton est froid, sans chaleur, comme si elle savait déjà qu'il ne mérite pas de place dans son cercle. Son regard reste rivé sur son écran,
refusant de lui accorder trop d'attention. Comment puis-je vous aider? Elle parle d'une voix qui semble se noyer dans la monotonie de ses activités quotidiennes. Pas une once de curiosité, rien que de l'indifférence. L'homme prend un moment avant de répondre, observant la pièce avec une attention toute particulière, comme pour absorber l'atmosphère qui règne dans ce lieu de pouvoir. Puis, calmement, il répond « J'aimerais discuter d'une question importante. Une question qui, je crois, pourrait changer la direction de votre banque. » Le ton qu'il emploie est posé, mesuré, mais chaque mot semble marquer un poids que Madame Lefebvre ne comprend pas encore. Elle le regarde enfin, intriguée, mais cette lueur d'amusement dans ses yeux ne disparaît pas immédiatement. Elle se redresse légèrement dans son fauteuil, croise les bras, et laisse échapper un rire sec, un rire qu'elle juge supérieur, presque moqueur. « Oh vraiment !» Elle rétorque, les sourcils légèrement froncés, mais le sourire toujours sur ses lèvres. Elle se penche en avant, comme pour marquer un point, comme pour abaisser cet homme qui ose prétendre avoir quelque chose d'important à dire. Vous pensez que vous avez le pouvoir de changer quoi que ce soit ici. Le sarcasme imprègne ses paroles. Elle laisse entendre, sans le dire explicitement, qu'il n'a ni le statut, ni les moyens, ni même les capacités pour lui offrir quoi que ce soit qui pourrait la perturber. L'homme reste silencieux. Un silence qui s'installe lourdement, presque pesant. Son regard reste fixé sur elle, droit et implacable, sans une once de nervosité, sans aucune trace de doute. Cela commence à la déstabiliser, mais elle ne veut pas le montrer. Elle poursuit donc sur un ton toujours aussi condescendant, détaillant les bienfaits de ses services, vantant l'élite à laquelle il ne fait manifestement pas partie. Elle parle de sa banque, de ses investissements, de ses partenaires. Tout ce qui fait partie de son monde, son petit univers, dans lequel il n'a aucune place. Chaque mot de Madame Lefebvre, chaque phrase qu'elle prononce, semble résonner dans la pièce, mais au lieu de se laisser intimider, l'homme la laisse parler. Il ne la coupe pas, ne réagit pas. Mais plus elle parle, plus la distance entre eux devient palpable, plus son ton semble se faire lourd. Chaque mot qu'il entend est une résonance qu'il perçoit avec une clarté glaciale. Cette conversation, qui pour elle n'est qu'une formalité, est pour lui un terrain de jeu, un test, un jeu subtil d'équilibre. Finalement, il l'interrompt, calmement, mais fermement. Vous vous trompez, Madame Lefebvre. Je ne suis pas ici pour une simple consultation. Ces mots résonnent comme un écho dans l'air. La salle devient plus silencieuse, plus tendue. Elle le regarde, surprise par son audace, mais elle ne le laisse pas transparaître. Un sourire condescendant revient sur son visage. Elle se penche en avant, la victoire déjà dans ses yeux. Et qu'est-ce que vous êtes vraiment venu faire ici, monsieur? Elle parle avec un ton défiant. Vous n'avez pas l'air d'avoir les moyens d'avoir un entretien avec moi. Alors? Elle accentue ses mots, comme pour souligner son mépris et sa supériorité évidente. Il la fixe un moment, un regard d'une intensité qui la paralyse presque. Le silence s'installe, lourd, presque irréel. Puis, lentement, il se lève. Il prend son temps, chaque mouvement mesuré, comme si chaque seconde comptait. Il se tourne lentement vers la porte, sans dire un mot de plus, et avant de sortir, il fait un simple signe à un employé. Le jeune homme, pressé, se précipite à sa suite, et revient avec une lettre scellée, qu'il tend à l'homme avec une révérence silencieuse. Là, pour la première fois, un doute frôle l'esprit de Madame Lefebvre. Mais il est trop tard. Quelques heures plus tard, l'annonce qui résonne dans la salle de conférence de la Banque de Vautier semble à la fois anodine et incroyable. Un grand événement est annoncé, une fusion majeure entre la Banque de Vautier et un groupe financier international jusqu'alors peu connu du public. Les membres du personnel se regardent, intrigués, et se demandent ce que cela signifie pour leur avenir. Certains imaginent des changements mineurs, d'autres se réjouissent de l'opportunité de voir l'institution se réinventer dans un environnement plus globalisé. Mais ce que personne ne sait, c'est que l'homme qui est venu dans la banque ce jour-là, et qui a été traité avec une arrogance glaciale, est en réalité le propriétaire du groupe en question. Adam Grant, ce nom qu'ils viennent d'entendre dans la conférence, n'évoque rien pour eux. Pourtant, une poignée de personnes à l'intérieur de l'industrie financière le reconnaît instantanément. Un magnate de la finance, reconnu à l'échelle mondiale, mais aussi un homme d'une éthique irréprochable. Ses combats sont célèbres. Une lutte sans relâche contre la discrimination systémique et la fermeture de l'écart entre les élites et ceux qui sont souvent marginalisés dans le monde des affaires. Quand son nom est enfin révélé, un silence lourd s'abat sur la salle.
La surprise et la confusion se lisent sur les visages des employés. L'homme qu'ils ont vu attendre patiemment dans cette salle bondée, qu'ils ont snobé et dévalorisé dans leurs pensées, est en réalité l'un des acteurs financiers les plus influents de la planète. Le nom Adam Grant ne cesse de circuler parmi les employés, et il devient rapidement évident qu'ils ont gravement sous-estimé cet homme. Certains commencent à comprendre les implications de ce qu'ils viennent d'apprendre. Mais pour Madame Lefebvre, la révélation est dévastatrice. Elle qui se croyait inébranlable dans sa position de pouvoir, en contrôle absolu de la banque et de ses employés, voit son monde s'effondrer. Elle n'avait pas seulement mal jugé cet homme, elle venait de se faire prendre dans le filet de ses propres préjugés. Elle n'avait jamais pris la peine de comprendre qui était réellement Adam Grant, trop préoccupée par son pouvoir et son statut pour voir au-delà des apparences. Lorsqu'elle apprend que cet homme possède des parts de la banque qu'elle dirige, elle ressent un frisson glacé parcourir son dos. Comment a-t-elle pu ne pas voir cela venir? Le lendemain, alors qu'elle se trouve dans son bureau, la réalité se frappe à sa porte avec une force implacable. Une équipe de juristes entre, sous les ordres d'Adam Grant, et la nouvelle tombe comme un coup près. Elle est démise de ses fonctions. Les représentants d'Adam Grant ne sont pas là pour négocier, mais pour exécuter une décision prise par un homme qui a su maintenir son calme et sa dignité, même face à son humiliation. Elle apprend que la gestion de la banque sous sa direction a été catastrophique. Les preuves sont accablantes. Des discriminations systémiques qui se sont propagées sous son nez, des choix financiers douteux et des comportements inacceptables de la part de certains cadres, tout cela mis en lumière par des enquêtes internes menées sur ordre d'Adam Grant. Les investisseurs et actionnaires, d'abord abasourdis, commencent à comprendre l'ampleur de la situation. L'image de la Banque de Vautier, une institution longtemps considérée comme l'un des piliers de la finance, est désormais ternie par la maltraitance et la négligence de ceux qui étaient censés la guider vers l'avenir. Adam Grant, quant à lui, préfère la voie de l'introspection et de l'humilité. Dans un discours public, il n'énonce pas de revendications vindicatives. Au contraire, il exprime sa tristesse de voir une telle inégalité prospérer dans une institution qu'il avait autrefois respectée. Il ne cherche pas à humilier ou à se venger de ceux qui l'ont sous-estimé, mais il fait clairement comprendre que ce genre de comportement n'a plus sa place dans l'avenir de la Banque de Vautier. Le véritable changement, selon Adam Grant, ne réside pas dans une rétribution personnelle, mais dans une transformation systémique de la banque, pour qu'elle devienne un modèle d'intégrité, de respect et d'opportunités égales pour tous. Loin des promesses creuses, il agit pour établir l'équilibre dans une institution trop longtemps dominée par ceux qui pensaient avoir un droit de naissance sur le pouvoir. Madame Lefebvre, quant à elle, se retrouve face à ses propres démons. Dans la solitude de son bureau déserté, elle prend conscience de ses erreurs. Son arrogance, sa soif insatiable de pouvoir, et la manière dont elle a traité ses employés comme de simples pions, sans jamais voir en eux des individus à part entière, l'assaillent. Elle se rend compte, trop tard, que la vraie richesse ne réside pas dans le prestige d'une fonction ou dans l'accumulation d'argent, mais dans la dignité humaine et le respect de l'autre. Adam Grant, dans son ascension, ne cherche pas à écraser ses adversaires, mais à créer un environnement où la dignité et l'éthique sont les vraies valeurs fondatrices. Il prend enfin le contrôle de la banque, mais ce n'est pas par un coup de force. Au contraire, il incarne le changement tout en faisant preuve de patience et de respect. Il apporte la promesse d'un avenir où l'institution sera enfin libre des chaînes de la discrimination et de la malhonnêteté. Et ainsi, ce qui semblait être un simple échange entre un homme humble et une dirigeante arrogante se transforme en un bouleversement total, non seulement de la vie d'une femme, mais de l'histoire même de la Banque de Vautier. Le pouvoir, comme il le démontre, ne réside pas dans les mains de ceux qui croient détenir un privilège, mais dans celles de ceux qui restent dignes, même face à l'humiliation. Cette rencontre, aussi inattendue qu'elle fut, devient un tournant décisif dans le monde de la finance, un exemple éclatant que l'intégrité peut faire tomber les plus hauts murs du pouvoir.